Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue. Focus aujourd'hui dans cette émission sur ces entreprises françaises qui sont au bout du monde, dans les dom-toms. Quelle économie ultramarine, quelles sont les faiblesses, quels sont aussi les atouts. Nous allons ouvrir le dossier dans un instant et vous le verrez, loin des clichés, vous allez apprendre beaucoup de choses réelles sur ces entreprises. Nous parlerons également aujourd'hui de Faune-Régie, le premier groupe français indépendant de services d'accueil aux entreprises qui poursuit son développement et qui se tourne vers l'accueil pour les grands événements. C'est le cas à Roland-Garros. Ce sera le cas aussi pour les Jeux Olympiques de Londres cet été. Patrick Thelot, le président fondateur, sera avec nous dans cette émission. Et puis pour finir ce Business Club de France numéro 185, nous irons en Bourgogne à la rencontre de Jacques Henry, l'actuel président de l'entreprise Émile Henry, spécialiste des céramiques culinaires depuis 1850. Une entreprise qui nous démontre que le savoir-faire français s'exporte bien puisqu'elle réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'international. Alors vous le savez, nous aimons de temps en temps dans le Business Club de France, la dernière émission était à la télévision si j'ai bonne mémoire, nous aimons donc parler de cette économie et des entreprises de la France du bout du monde, de cette France loin de la métropole. Je veux parler de l'outre-mer, c'est aussi la France et le moins que l'on puisse dire sans faire de politique, et oui nous sommes en période électorale, eh bien c'est que tout simplement on s'y intéresse très très peu, pourtant 2 700 000 personnes vivent dans ces territoires ultramarins. Et même si nous voyons, pardon pour le cliché, depuis la France, des cocotiers et un art de vivre sous le soleil, eh bien des entreprises se développent aussi et tentent, parce que c'est pas toujours facile de tirer leur épingle du jeu et de se développer. Des entreprises très innovantes et qui très vite se développent à l'international ou en France métropolitaine. Et nous allons rencontrer aujourd'hui des entrepreneurs ultramarins qui ont des projets, notamment dans ces territoires. J'ai le plaisir d'accueillir, pour commencer, Jean Valindras. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours assez atypique, on va voir ce que vous faites aujourd'hui dans le privé, mais vous étiez secrétaire général aux affaires économiques à la préfecture de la Réunion jusqu'au printemps 2011, puis vous êtes passé dans le privé, on va en parler, chez AQ Énergie. C'est rare de passer du public au privé, et en plus, je crois que vous n'avez pas fait que la Réunion, vous êtes aussi allé en Guyane et en Polynésie. Oui, c'est exact. J'ai eu une carrière en fait de haut fonctionnaire relativement classique dans son déroulement, avec cette particularité d'avoir en fait eu 3 expériences outre-mer, en Guyane française, en Polynésie française et donc plus récemment jusqu'à l'année dernière donc à La Réunion. Avant de parler de vos activités dans le privé, j'aimerais, parce que là vous avez un rôle d'observateur, que l'on parle un petit peu de ces entreprises et de cette économie. Et notamment, en période de crise, est-ce que ces entreprises souffrent peut-être un petit peu plus du fait que leur marché est plus étroit, du fait que c'est quand même un peu compliqué? J'ai appris lors d'une précédente émission qu'il était difficile, par exemple, de relier la Guadeloupe à la Martinique, pourtant c'est pas très loin, mais que c'est compliqué d'avoir des avions, que ça coûte cher, que ça freine finalement le développement de ces entreprises. Quelle est votre analyse finalement ? Il y a beaucoup de freins en fait qui existent. Vous en soulignez un sur les transports. Il faut savoir que la plupart des territoires ou départements d'outre-mer sont reliés très bien avec Paris, beaucoup moins les uns avec les autres, ou alors avec leur univers régional très très proche. Il y a une sorte de rattachement qui est important, un cordon ombilical avec la métropole, mais qui a peut-être concouru à empêcher que se développent d'autres relations, à la fois économiques, commerciales, avec les univers proches sur le plan géographique. Et donc pas seulement des problèmes de barrières, j'allais dire linguistiques ou culturelles, mais parfois des barrières tout simplement techniques entre les différents pays ou départements d'outre-mer. Je me souviens, la Réunion communiquait en disant on n'est qu'à une nuit de Paris. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ouais. Il y a des avions quotidiens. Juste pour parler également toujours de cette économie et de ces territoires. On peut pas parler de politique, nous sommes en période électorale aujourd'hui. Il n'empêche. J'évoquais tout à l'heure ce cliché de cocotier, d'art de vivre, de soleil, de plage, etc. J'ai un peu le sentiment que cette image a la peau dure, vue de métropole, et qu'on ne prend pas conscience, notamment vous étiez à La Réunion. La Réunion est géographiquement située à des endroits stratégiques, pas très loin de l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays qui monte. J'ai envie de dire pas très loin de l'Inde, façon de parler, mais quand même.
on n'en prend pas conscience. Non, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent dans ce sens-là. Premièrement, la réalité de ce qui se passe outre-mer est parfois très peu connue. Le fait de dire 850 000 habitants à La Réunion, ça laisse toujours les gens un peu songeurs, parce qu'ils n'imaginent pas qu'une île puisse, à 10 000 km de la France, compter autant d'habitants. Enfin, 800 000 habitants, c'est la population de Chypre, sur un territoire qui est grand comme le Luxembourg. Ouais. C'est plus important que la région de mémoire, la région Limousin, voilà. Donc ça a aussi des réalités, mais qui sont à la fois un petit peu ignorées ou sous-estimées. Et la vraie difficulté, vous l'avez souligné, c'est je dirais pas ce cliché, mais cette habitude un petit peu qui fait que, notamment, on va parler tout à l'heure sans doute de nouvelles technologies, quand on est porteur d'un projet avec un contenu en innovation, en technologie dedans, et qu'on est originaire d'outre-mer, on est très mal perçu en fait en métropole, parce qu'on est quasiment pas légitime, pas compétent, pas outillé pour parler de ça, venant effectivement de territoires qui sont assimilés à tort ou à raison à d'autres notions. C'est ce que j'appelle un petit peu le regard du plaisancier, c'est-à-dire qu'on a un regard de celui qui vient en bateau, en n'imaginant pas qu'on puisse travailler dans les nouvelles technologies. Je pense que si on venait de Finlande ou du Cap Nord, on serait tout de suite légitime, parce qu'avec 6 mois de nuit par an, ça laisse quand même de larges possibilités pour travailler dans les domaines de l'innovation. C'est curieux de dire pas légitime, finalement. C'est la France. Il n'y a pas de raison, ou c'est peut-être aussi aux ultramarins de mieux faire entendre leur voix. C'est cette illégitimité plus une facilité qu'autre chose. Vous savez, en France, on adore classer. Il faut toujours mettre les gens dans les cases. Voilà. Des cases, etc. Donc, vous avez dit une bonne fois pour toutes que Outre-mer égale nos technologies et par contre, oui, sur tout ce qui est plaisir, art de vivre ou ce que vous imaginez. Ouais, c'est la case actuelle. Ça avance. Et pourtant, ça avance. Ouais. Ça avance, oui. Non, enfin, Alors, ceci dit, je veux pas envoyer des fleurs dans cette émission, mais je connais très peu d'émissions, je dirais, en métropole qui s'intéressent à l'économie ultramarine. Je vous le dis, c'est pas pour. C'est votre mérite, donc c'est gentil, mais voilà. C'est une fenêtre qui nous est ouverte et il faut effectivement pouvoir en profiter. C'est gentil, mais bon, c'était juste pour le souligner tout de même. Alors, quand vous étiez à La Réunion, quand on va parler un petit peu d'innovation, vous travailliez sur un programme que vous avez lancé, et qui était un programme visant à l'autonomie énergétique de l'île. C'est un vaste programme. Il s'agissait de quoi précisément? Mais ça tourne toujours, je crois. D'ailleurs, c'est toujours en route, c'est pas parce que vous n'y êtes plus. Ça partait d'une réalité qui est quand même assez intéressante, à l'image de ce qui se passe en France. 37% d'électricité d'origine renouvelable actuellement à La Réunion. Je rappelle que les objectifs du Grenelle de l'environnement, c'est 20% l'horizon 2020. En 2012, à La Réunion, c'est 37%. Déjà. Et à partir de là, l'idée était de se dire comment on peut grimper pour taper la barre des 50, puis 60 et ainsi de suite. Et de construire autour de cet objectif un vrai projet de société, mobilisant à la fois la population et incitant, j'allais dire précisément, des entreprises métropolitaines à investir, à développer des technologies, à être innovantes sur le territoire de La Réunion, avec 2 idées de base qui étaient relativement simples, mais qui sont constitutives du projet lui-même. La première, c'est de dire faisons à La Réunion des projets parce qu'on peut les faire grandeur nature, mais échelle réduite, c'est-à-dire avec le même impact sur la société, mais au lieu de le faire à l'échelle de la métropole avec des millions d'euros en investissement, on peut le faire pour beaucoup moins et avec la même visibilité. Visibilité renforcée, pourquoi? Parce que deuxième effet, sur une île, c'est une évidence, l'expérimentation est captive de la géographie, donc tout ce qui s'y passe, il reste en bien comme en mal. Mais si c'est un bien, ça se verra beaucoup plus facilement que si vous le faites sur un territoire ouvert. Mais quelque part, on pourrait imaginer que ces territoires soient quelque part des laboratoires de technologies futures. C'est très précisément dans ce sens-là qu'on avait développé. Demain, pourquoi pas la France pourrait devenir autonome avec des énergies vertes, ça serait quand même extraordinaire. Oui, parce que vous avez des problèmes. On va dire. Une île a des problèmes, je dirais, beaucoup plus complexes à gérer qu'un territoire de type continental. Vous avez des problèmes de taille. Vous pouvez pas mettre une centrale nucléaire à La Réunion, même si vous avez 850 000 habitants, parce que vous n'avez pas la taille de population. Il faudrait faire 2 tranches pour pouvoir faire la maintenance de l'une quand l'autre doit fonctionner, et ainsi de suite. Et pour autant, vous avez des problèmes de vulnérabilité, les vulnérabilités aux événements extérieurs, d'isolement, d'enclavement, qui font que vous avez en fait, en termes de problèmes, une plus grande richesse à les traiter et à trouver des solutions. Ce qui explique qu'effectivement, si vous êtes pertinent sur des solutions insulaires, vous pouvez commencer à dessiner des solutions assez intéressantes également pour des territoires plus vastes. Ouais. Alors parlons un petit peu quand même de votre nouvelle fonction chez Akeo Énergie, donc dans le privé. Quelle est votre activité précisément au sein de cette entreprise ?
Alors, Akio Énergie est un groupe français indépendant de producteurs d'énergie renouvelable, uniquement à partir de renouvelables. On a donc des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, des unités biomasse en exploitation et en développement, bien sûr. Et mon job consiste en fait à tracer en quelque sorte la route de toutes nos activités sur les dimensions insulaires et tropicales. On a commencé à La Réunion, on a 16 mégawatts de fermes photovoltaïques en exploitation. On en a également en Guadeloupe. On a des projets à Mayotte, entre autres choses, dans l'océan Indien. Et surtout, ce que l'on veut faire, c'est développer l'innovation qui puisse avoir un sens pour les populations en milieu tropical. Alors, ce qu'on a fait déjà à La Réunion, c'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire des serres photovoltaïques. Problème sur une île, si vous voulez, c'est la concurrence sur le foncier. La terre est rare. Et pourquoi effectivement le photovoltaïque viendrait prendre la terre aux agriculteurs, alors qu'en étant astucieux, on peut faire un projet où le foncier a un double usage. Usage agricole d'une part, sous serre, ce qui permet d'avoir des meilleurs produits, d'aller vers le bio, d'aller vers des produits à plus haute valeur ajoutée, et également au-dessus de la serre, vous avez en alternance des panneaux photovoltaïques qui produisent l'électricité. L'électricité du projet vendu permet en fait de proposer un projet à l'agriculteur, c'est-à-dire qu'on lui offre la structure de la serre complète, il n'a pas assumé l'investissement, et il a en plus des revenus récurrents qui sont liés à la vente de l'électricité. Ce qui lui permet de sortir des projets qu'il ne pourrait jamais faire ailleurs. À La Réunion, on a un horticulteur qui fait des fleurs coupées, et ces fleurs coupées, elles sont vendues moins chères que les fleurs qui viennent d'où ? D'Amsterdam et d'où de Paris, par avion. Vous voyez, vous avez un double bénéfice en termes de qualité de produit et en termes de neutralité carbone. On a une autre serre à La Réunion. On l'a fait, dites-vous bien, avec le vice-président de la Chambre d'agriculture, ce qui montre qu'on a fait la paix avec l'agriculture dans son ensemble, parce que tout le monde a compris en fait l'intérêt de l'affaire. Et avec lui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des légumes bio que l'on vend en vente directe aux cantines des communes qui sont à côté de la serre photovoltaïque. Ouais. Je pense que là, on touche, si vous voulez, des vrais projets qui ont à la fois un intérêt énergétique, c'est notre métier, mais qui permettent de créer de l'adhésion et un plus, une vraie valeur ajoutée pour la population dans son ensemble. Ouais, et qui ont beaucoup de sens. Je voudrais juste souligner, parce que c'est très innovant ce que vous dites là, on a évoqué le nom de Bioalgue Austral tout à l'heure. C'est une entreprise réunionnaise qui, elle, produit du carburant à partir de microalgues. Ils sont parvenus à faire voler un avion avec ce carburant. Ouais. Non, mais c'est bien de le souligner quand on parle d'innovation, parce que c'est là-bas que ça se passe. Exactement. Et ce que fait actuellement Bioalgue Austral a du sens, à la fois pour l'aéronautique, et ça a du sens également dans une stratégie insulaire. Notre objectif, pour nous, c'est d'offrir au milieu insulaire, quelle que soit leur taille et leur degré d'enclavement, des possibilités de faire de l'énergie renouvelable 24 heures sur 24. Et précisément, si vous parvenez à produire du carburant à partir de microalgues, et les milieux tropicaux, ils sont particulièrement propices puisque vous avez, je vous fais très, très simple, vous avez une certaine stabilité de la température à des degrés élevés et de l'hygrométrie qui font que les petites microalgues, elles adorent ça. Donc elles ont une croissance qui est beaucoup plus forte en milieu tropical. Donc vous pouvez avoir des perspectives de production dans les îles de microalgues sous forme de biocarburant intéressantes, et c'est ce biocarburant qui va servir à alimenter des petits moteurs biofuel, qui font qu'au lieu d'avoir des groupes électrogènes où on brûle finalement du pétrole qui nous vient de différents endroits, mais pas du pays où on est, là vous arriverez à produire l'électricité avec des végétaux, mais produits sur place. Ouais. C'est ça l'intérêt, et Bioalgue Austral donc est porteur d'un projet très intéressant et à fort potentiel. J'imagine. On parle beaucoup de la Réunion. Il y a aussi de belles initiatives qu'on pourrait souligner, notamment aux Antilles, mais bon, ça c'est un exemple. Hein. Ouais. On aurait pu en donner d'autres. J'imagine qu'on vous regarde de près. Exemple, Bioalgue Austral, ce sont, je crois, des Allemands qui sont venus les aider, leur donner un petit coup de pouce. Pas d'entreprise métropolitaine. Bon, bref, enfin bon. Hein. Il y a des contacts, mais c'est toujours pareil. C'est drôle, hein, quand même. C'est assez amusant que finalement la plus grande visibilité sur le projet soit venue d'interlocuteurs allemands, prussiens qui plus est. C'est pas des Munichois. Hein. On est vraiment dans le dur du dur, mais ils sont à la fois sympathiques, entreprenants, et je pense qu'il y a une belle histoire qui est en train d'être écrite. Tant mieux, on les suit, on regarde de très près ce qu'ils font. C'est intéressant. Il me reste une question, parce que le temps passe très très vite. Hein. Alors aujourd'hui, votre feuille de route, vous continuez à vous déplacer de territoire en territoire pour mettre en place ces solutions innovantes aujourd'hui ? Tout à fait. Donc on est sur ces sujets-là, en train de développer ce modèle insulaire, donc ferme solaire, ferme agri-solaire avec ces serres photovoltaïques, lien avec le stockage. On a donc des sites de fermes éoliennes avec du stockage d'électricité, ferme solaire avec stockage, et donc on va aller sur les petits moteurs à biocarburant. Point d'entrée océan Indien,
Réunion Maurice, Mayotte, et en remontant également Maldives. On va faire la première île avec la couverture complète de son électricité. C'est petit, hein, c'est 800 habitants, mais c'est assez exemplaire sur cet archipel qui a fait largement parler de lui sur ces problématiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis également Indonésie. Je vous donne juste un chiffre. Indonésie, 17 500 îles. Autant de sujets, grands, petits ou moyens. C'est la maison de boucle d'or. Voilà, et on va y aller et on espère bien, avec les solutions qu'on aura développées à La Réunion, pouvoir faire parler de nous. Ce qui est intéressant, je termine juste là-dessus, c'est que La Réunion commence à être connue. Alors peut-être pas forcément en métropole pour cette innovation, mais on est allé à Hawaï, on est allé en Indonésie et les gens connaissent. Ouais. Je comprends mieux votre prévisionnel pour l'entreprise. Je vous demande pas de le commenter, mais pour 2014, vous prévoyez 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait beaucoup, mais effectivement, le potentiel est immense. On n'aimerait pas se tromper sur ce chiffre-là. J'imagine. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé un petit peu, Jean Valindras, sur l'économie ultramarine et les entreprises. Et vous l'avez vu, l'innovation. On va marquer une très courte pause. Et dans un instant, on poursuit avec d'autres entrepreneurs ultramarins à parler de ces territoires et du potentiel qu'ils présentent. Merci. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. C'est une émission spéciale consacrée à l'économie, aux entreprises et aux entrepreneurs ultramarins et aux projets également qui touchent toutes ces zones, ces départements et ces territoires. Nous sommes en compagnie de Philippe Negoué qui est en Guadeloupe et qui est le président fondateur du cabinet conseil en management stratégique Knowledge Consulting. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. Nous sommes également du côté de Lyon, également au téléphone, en compagnie de Sébastien Bétan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le créateur de l'optique par Sébastien Bétan. Et on va voir dans quelques secondes, vous avez développé un concept très innovant et très intéressant que vous comptez ensuite, je dirais, exporter. Et nous sommes également en compagnie de Daniel Yerso, qui est en studio à Paris. Bonjour. Bonjour, Michel. Et vous occupez notamment, entre autres, mais d'Outre-mer Network, on va en parler dans un instant, et c'est un réseau effectivement d'entrepreneurs ultramarins. Philippe Negoué, on part tout de suite en Guadeloupe. Votre travail est d'accompagner en management, de conseiller les entreprises. On évoquait juste avant la pause les difficultés que peuvent rencontrer la plupart des entrepreneurs ultramarins. Bon, il y a déjà la période de crise, il y a aussi l'étroitesse de certains marchés. Ça oblige ces entreprises à être très innovantes pour s'en sortir. Quelle est votre vision, on va dire, de l'économie et des entrepreneurs et comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors aujourd'hui, effectivement, pour confirmer un petit peu vos propos, nous sommes sur un micro-marché, donc il faut les entreprises qui, j'ai envie de dire, qui se développent, c'est des entreprises qui mettent en place une réelle stratégie, donc une réelle réflexion afin de pouvoir faire face à la concurrence et conquérir des parts de marché. Donc effectivement, le contexte économique est difficile, mais les entreprises qui sont en place, c'est des entreprises qui ont une réelle vision et une réelle mission. Donc c'est quand même un point positif déjà. Aujourd'hui, Knowledge Consulting, l'approche qu'on a un petit peu, c'est effectivement aider les entreprises à mettre en place un modèle économique viable, mais aussi à développer un bon relationnel avec les banques. Parce qu'aujourd'hui, comme au niveau national, les banques, encore plus dans la Caraïbe, notamment francophone, les banques ont de plus en plus de mal à faire confiance et à prendre des risques aux côtés des entrepreneurs. Donc, ce que nous avons développé, c'est un réel partenariat avec les conseils régionaux, puisque nous sommes non pas seulement en Guadeloupe, nous sommes en Martinique et à Paris, pour pouvoir aller chercher des subventions, notamment les fonds européens, en mettant en place notamment des prêts relais, puisque ça prend du temps à être versé aux porteurs de projets. Donc, nous travaillons un petit peu avec la méthode anglo-saxonne, qui est d'ouvrir aussi notre réseau. Oui. Donc, de diffuser aussi, et je finis, de diffuser aussi, je vais dire, une culture du travail ensemble, travailler en réseau. Oui. Et si ce n'est, on l'évoquait tout à l'heure, et on l'a déjà évoqué dans cette émission, c'est travailler en réseau, c'est très bien, mais là c'est quelque chose de très pratique. Guadeloupe, Martinique, ça reste encore compliqué et cher pour pouvoir relier ces deux îles. Ce sont quand même des réalités géographiques qui font que on accompagne un entrepreneur peut-être un peu différemment du coup, non ? Bien sûr, bien sûr. Donc on allie à la stratégie aussi la tactique, et j'en parlais tout à l'heure, précédemment. On s'appuie beaucoup sur les leviers financiers européens.
Oui. notamment le FEDER et les subventions régionales. Mais ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est un levier pour faire décoller une entreprise. Ensuite, l'entreprise est obligée d'innover et d'aller sur d'autres marchés pour pouvoir se développer. Bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, une fois que l'entreprise a passé sa phase de lancement, sa phase de consolidation, nous l'aidons à s'internationaliser en partenariat notamment avec UbiFrance, la COFAS, les organismes que vous tous les organismes que l'on connaît, et puis les chambres de commerce. Ouais, donc voilà. Alors on va aller à Lyon. J'évoquais au tout début de cet entretien Sébastien Bétan, donc créateur de l'optique par Sébastien Bétan. Vous avez vous proposez à Lyon déjà une boutique éco-conçue. D'abord, il s'agit de quoi et pourquoi vous l'avez fait? Voilà. Donc le projet, c'était d'allier mon métier d'opticien lunetier avec un réel projet de développement durable. Donc je me suis posé un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit comment concrètement arriver à ça. Donc il y a deux grands axes. Le premier, c'était de faire effectivement un magasin éco-conçu, c'est-à-dire uniquement réalisé avec des matériaux écologiques et des matériaux et du matériel de proximité. Donc pour donner quelques exemples, je vais surtout ne pas être exhaustif, mais trouver des amplis, un ampli pour passer la musique dedans fabriqué en France, des haut-parleurs, des radiateurs faits en France, etc. Tout ce que vous pouvez faire rentrer dans un magasin, chercher des produits français ou provenant de pays limitrophes. Voilà, qu'on peut voyager donc. Exactement. Deuxième axe, eh bien, les gens, s'ils viennent me voir d'abord, c'est pas pour cette raison, mais d'abord parce que je suis opticien. Donc, proposer des services de qualité et des produits qui, effectivement, des lunettes, en d'autres termes, qui viennent du marché français. Et donc, a priori, d'après mes représentants, ça serait que quelqu'un se manifeste si c'est pas le cas, le seul magasin en France qui propose en optique que de la lunette française. Alors, au-delà de ce magasin, je suis désolé de vous couper parce que le temps passe très très vite, au-delà de ce magasin, c'est un véritable concept que vous avez mis en place. Mais ce concept, vous avez l'intention de le faire voyager, c'est ça? Alors, d'abord, j'ai ouvert il y a 6 semaines, hein. Ah oui, c'est récent. J'essaye déjà de pérenniser les choses ici, d'approfondir, de le faire du mieux possible. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est aussi de donner l'idée à d'autres entrepreneurs, même si il ne s'agit pas d'optique, mais de dire aux gens, voyez, on a des problèmes économiques, sociaux et écologiques. Comment chacun, à notre niveau, dans notre profession, dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on peut contribuer à les résoudre. Voilà. Et c'est donc faisable. Ben oui, je pense que oui. On est dans une émission spéciale, je dirais outre-mer, mais ça peut se décliner dans toutes les îles, quoi, finalement. Tout à fait. Mais si vous voulez, en outre-mer, il y a des problèmes de pollution comme on le connaît. On parlera pas du problème de la chlordécone. Il y a d'autres problèmes aussi de type écologique à résoudre. Et ça, je pense que chacun, là où il est, quel que soit son travail, peut y contribuer. Et c'est tout simplement ce que je voulais aussi démontrer par ce projet. Par cette réalisation. Daniel Hirso, on a 2 exemples. On avait un 3e exemple au tout début de cette émission. Outre-mer Network, on va peut-être rappeler déjà en 2 mots de quoi il s'agit. Oui, un groupement d'entrepreneurs originaires d'outre-mer, qui a l'habitude d'ailleurs de parler de l'outre-mer sous un autre volet, innovation, création de valeur ajoutée, et une chance pour la France, c'est-à-dire la capacité pour les entrepreneurs de l'Hexagone de pouvoir s'exporter sur les marchés émergents. Voilà. Et dans votre actualité aujourd'hui, parce que on a évoqué au tout début de cette émission en compagnie de Jean Ballandras, il nous parlait effectivement de ces clichés qui ont la peau dure en métropole, de ce qui se passe, et on s'est aperçu finalement tout au long de cette émission que l'innovation est présente et que c'est presque souvent au-delà de l'innovation, ce sont de véritables laboratoires, je dirais,
grandeur nature, même si c'est sur une île ou sur un département, mais qui demain pourront nous servir tous. Exactement, un laboratoire de bonnes pratiques. Les auditeurs de BFM qui nous connaissent bien savent très bien qu'on, depuis quelques années maintenant, grâce à vous, nous présentons justement des entrepreneurs innovants, et le développement durable dans son sens le plus large a une importance particulière en termes d'indépendance énergétique, en termes de salubrité publique également, et d'optimisation des coûts de l'énergie en Outre-mer, puisque les territoires sont beaucoup plus petits, puisque la faisabilité technique peut être extrêmement intéressante et importante. Vous y voyez des projets comme portés par la DCNS sur l'énergie thermomarine des mers, deux projets mondiaux, un américain Lockheed Martin, le deuxième fait en Outre-mer avec la DCNS. Vous avez des gros projets sur le développement du photovoltaïque. Tout le monde parle des ENR aujourd'hui, des énergies renouvelables. Je rappelle quand même que la Réunion est à 37%, alors qu'en France, on est en train de dire qu'il faut difficilement aller vers les 20. C'est un chiffre qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Baptiste qui parlait de leur fantastique capacité technique à allier l'agriculture et le photovoltaïque, Bioalgostral, le biocarburant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a de vrais exemples. Sébastien Létang, il m'en reste 20 secondes. Vous avez ouvert il y a 6 semaines votre magasin éco-conçu. Vous avez déjà des idées pour l'exporter? Des idées pour exporter. Mettez au cœur de vos projets le développement durable, et faites-le de manière sincère et approfondie. Voilà. Démarche sincère. Philippe Négué, merci beaucoup. Oui. Vous êtes en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Sébastien Létang, merci également. Daniel Hierceau, merci de votre visite. Voilà pour cette spéciale Outre-mer dans le Business Club de France. Dans un instant, juste après les infos, on va s'intéresser à un tout autre sujet, le service d'accueil aux entreprises. On va parler de Faune Régie. Son président sera là tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Tout a commencé en 1974 avec une idée assez révolutionnaire, je dirais, pour l'époque. Externaliser le standard téléphonique des entreprises. Puis Patrick Tello est allé plus loin en proposant de fournir un savoir-faire et du personnel compétent pour l'accueil des entreprises. Et depuis, sa propre entreprise a bien grandi. Elle est devenue un groupe aujourd'hui. Patrick Tello, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président fondateur du groupe Faune Régie, numéro 1 des prestations d'accueil en entreprise, mais pas seulement, parce qu'on va voir que vous êtes pas mal diversifié. Je crois que vous avez d'autres projets de diversification. Mais quand je parlais d'idées révolutionnaires en 1974, externaliser le standard téléphonique à une époque où la plupart des entreprises n'externalisaient rien. À cette époque-là, tout était interne. C'est pas tout à fait exact. Il y avait déjà des grands secteurs d'activité qui étaient externalisés, comme la propreté, comme la sécurité, et également la restauration collective d'ailleurs, qui ont fait naître des très grands groupes que chacun connaît. En revanche, notre métier, l'externalisation de l'accueil et des standards téléphoniques, est une idée assez récente qui date des débuts des années 80-90. Ouais, mais ça veut dire qu'en attendant, vous êtes arrivé à construire patiemment de 74 jusque dans les années 80, au moment de l'envol du groupe? Pour être très exact, nous faisions autre chose à l'époque. Ouais. On faisait surtout de la formation et d'autres prestations de services de ce genre. Et puis c'est au contact des entreprises qu'on s'est aperçu que les entreprises qui étaient assez prudentes à l'idée d'externaliser leur accueil physique et téléphonique, parce que c'est un peu l'image qu'on touche, c'est la première image de l'entreprise, ont finalement été convaincus de confier cette prestation essentielle à leurs yeux à des prestateurs extérieurs. Et on s'est engouffré dans ce marché qui naissait au cours des années 80-90. Alors donc pour être tout à fait précis, c'est un groupe aujourd'hui. Il y a Faune Régie, c'est la marque du groupe spécialiste de l'accueil en entreprise. Autrement dit, là vous fournissez personnel pour s'installer à l'accueil d'une entreprise et vous allez assurer l'accueil, tout simplement. Il y a Maola spécialisé, on va en parler parce qu'elle est au cœur de l'actualité, spécialisée dans les métiers de l'accueil événementiel et aéroportuaire. Il y a Facilites, une offre multiservice, et là c'est pour les services généraux des entreprises. Avenir RH, c'est l'accueil et les métiers du tertiaire en intérim, c'est ça? Absolument. Et puis tout récemment, Top Chrono, courrier express.
Coursier, oui, plutôt même. Pourquoi c'est la toute dernière acquisition, ça? Oui, elle date du début de l'année dernière, tout simplement parce que ces métiers de la course, c'est un métier très complémentaire de l'accueil. Bien souvent, nos hôtesses se voient charger la responsabilité de gérer les courriers, les coursiers, et par conséquent, il est facile pour nous aujourd'hui de proposer l'ensemble du service, le service d'accueil, mais également le service des courses. Nous avons pris une participation à côté des animateurs, qui sont deux jeunes garçons qui sont tout à fait compétents, et cette prestation est très appréciée par nos clients parce qu'elle est complémentaire. Bah, complètement. Là, vous avez la palette totale, si j'ose dire. Je suis sûr que vous avez d'autres idées. D'autres vont venir, si on a le temps, on peut en parler. Si, on va en parler justement. Juste que je donne quelques chiffres sur l'entreprise. C'était 162 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011, en hausse de 25% par rapport à 2010. D'ailleurs, vous êtes toujours en hausse de 25% chaque année. Oui, c'est un chiffre un peu mythique qui fait rêver beaucoup de monde, des progressions à 2 chiffres, mais chaque année, depuis des années, on est entre 20 et 25%, et je pense que cette année, nous allons également réaliser cette croissance qui est essentiellement une croissance interne, une croissance organique, par conséquent la plus belle des croissances, qui prouve qu'il y a un marché et qu'il y a des possibilités en France et à l'étranger, puisque nous sommes également le groupe Faune Régie, Maola, présent dans quelques grands pays européens et également au Maroc d'ailleurs récemment. Je vois Maroc, Allemagne, Espagne, Belgique entre autres, pour en citer quelques-uns. Vous êtes 5450, enfin ça c'était le chiffre 2011, mais comme vous n'arrêtez pas d'embaucher, combien vous êtes aujourd'hui? C'est difficile à dire, même si l'essentiel des collaborateurs dans le groupe Faune Régie est en CDI, donc nous les connaissons, mais nous devons tourner autour de 6000 aujourd'hui. Nous terminerons peut-être l'année à 6003, 6400 collaborateurs, ce qui nous situe comme une grande entreprise et une ETI, comme on dit, une entreprise de taille intermédiaire pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, qui devrait tourner autour de 200 millions d'euros en 2012. Alors des embauches importantes cette année encore, plus de 2000 personnes. Oui, on a embauché on prévoit d'embaucher cette année une bonne centaine de personnes dans les agences et au siège pour assurer l'encadrement, le contrôle, l'animation, le recrutement de toutes nos équipes. Et en ce qui concerne le personnel sur site, nous devrions embaucher à peu près 2600 collaborateurs et collaboratrices. Oui, effectivement. Je regardais dans vos effectifs, vous avez à peu près chaque année entre 300 et 400 de vos salariés qui partent travailler chez vos clients. Ah oui, ça c'est une chose qui me passionne parce que oui, parce que c'est quelque chose que nous disons et répétons auprès des candidats qui s'inscrivent chez nous. C'est simple à comprendre. Toutes ces collaboratrices et collaborateurs sont au vu et au su de tout le monde dans l'entreprise où elles se trouvent, où elles travaillent, et par conséquent, lorsqu'elles font bien leur travail, ce qui en général est bien sûr le cas, elles peuvent se faire remarquer par des directeurs de division, des chefs de service, etc., qui, s'ils ont une personne à embaucher, sont tentés de proposer à nos hôtesses qu'ils connaissent, de les rejoindre. Nous en sommes d'ailleurs très fiers, et effectivement, chaque année, il y a peut-être 300 ou 400 collaborateurs de chez nous qui sont embauchés, sont quelque part débauchés par nos clients, mais en plein accord avec nous, et nous en sommes très fiers, puisque c'est la preuve, bien sûr, que le client est satisfait de nos services. Mais petite parenthèse, il y a quand même du coup un turnover qui peut être important. J'ai vu que dans votre management, c'est peut-être une manière de fidéliser vos collaborateurs. Vous faites très attention au logement de vos salariés, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous porter caution finalement. Est-ce que c'est bien ça? Comment vous les accompagnez, ces collaborateurs? C'est un problème essentiel que vous soulevez là, Michel. C'est-à-dire que vous comprenez bien que quand on a 6000 collaborateurs, collaboratrices, moyenne d'âge 27 ans, quels sont les problèmes d'une jeune fille ou d'un jeune homme de 27 ans? L'un des problèmes essentiels, c'est le logement, et en particulier en région parisienne. Donc, on a réfléchi depuis longtemps. La politique sociale du groupe Faune Régie, Maola, est extrêmement important.
logement. C'est un point que je surveille personnellement, puisque rien n'est possible à faire sans elles et sans eux, et il n'y a de richesse que d'hommes, comme vous le savez. Donc on a travaillé sur un certain nombre de points sensibles, et entre autres le logement, et c'est ainsi que nous nous portons caution à l'égard donc de ces collaboratrices lorsqu'elles signent un bail en faveur donc du propriétaire. Et bien souvent, vous savez que c'est un point extrêmement sensible. Par ailleurs, nous avançons les 2 premiers mois de loyer, et sous forme d'un prêt, sans intérêt, que la collaboratrice nous rembourse sous 12 mois. C'est quelque chose qui est très apprécié et qui permet ainsi à ces collaboratrices d'être logées convenablement, ou en tout cas de passer devant la liste d'attente très important lorsqu'il y a un logement qui se trouve mis à la location. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça, hein. Oui, c'est un risque pour nous, mais c'est quelque chose qui est effectivement très très original et qui est très très apprécié, parce qu'on a un profil de personne qui a du mal à se loger. Vous savez comme moi que la qualité du logement, la distance entre le logement et le lieu de travail est un élément essentiel à la qualité de la vie. Mais enfin, c'est tout en votre honneur, hein, mais c'est toujours curieux qu'une entreprise s'occupe finalement de ce qui pourrait et ce qui devrait relever des pouvoirs publics et de la politique du logement dans un pays. Là, c'est une entreprise qui le fait, alors que l'entreprise, son boulot, c'est quand même aussi de s'occuper de ses clients et de se développer. Quel est le profil des personnes que vous recrutez régulièrement? Des jeunes, des seniors, vous disiez récemment, vous étiez très, très préoccupé par ces 160 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année avec 0 formation. Oui, c'est un des drames de la société française et du système éducatif français, nous le savons tous. Nous avons signé la charte de la diversité. Donc il est clair qu'aucune discrimination n'est autorisée, n'est envisageable dans mon groupe. Par conséquent, nous accueillons des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des personnels étrangers légalement installés en France, bien sûr, des jeunes ou des moins jeunes avec ou sans formation, des débutants ou des confirmés. Notre métier nécessite des qualités, qui sont essentiellement des qualités personnelles. D'accord. Bien sûr, la maîtrise de l'anglais est quelque chose d'important, mais quelqu'un qui a le sens du service et qui veut jouer le jeu, qui accepte les contraintes, les droits et les devoirs de ce métier, et nous sommes là pour leur apprendre, peut parfaitement venir s'inscrire chez nous et faire une partie de sa carrière chez nous. Donc ce sont des tremplins, souvent. Oui, ça c'est intéressant à le souligner. On va parler peut-être de vos projets aujourd'hui, et notamment de Mahola qui s'illustre quelque part, porte d'Auteuil à Roland-Garros. Oui, alors Mahola, c'est une très très belle affaire, très haut de gamme, très belle image, ancienne affaire, qui est plus sur le créneau de l'accueil événementiel et de l'accueil prestige. Mais pour ce qui concerne la partie événementielle, nous avons, c'est vrai, les plus beaux événements français, sportifs, culturels, économiques. 1 ou 2 exemples, les plus grands salons français nous font confiance, comme le Mondial de l'Auto, l'aéronautique, Maisons et Objets. Dans le domaine sportif, nous sommes au Stade de France et nous sommes à Roland-Garros. Nous avons, pour votre information, 950 jeunes filles et jeunes hommes ou femmes d'ailleurs, pour assurer le contrôle d'accès, l'accueil des espaces VIP et du village Roland-Garros, et également le placement des spectateurs dans les cours, le Central, le Suzanne Lenglen, le cours numéro 1 et les autres. Donc c'est une organisation quasi militaire, parce que la Fédération française, et c'est normal, de tennis est extrêmement sensible à la qualité de l'accueil. Vous savez que c'est peut-être le plus bel événement français, toute activité confondue, de l'année, en fait, considéré comme tel. Et qu'il a une énorme impact sur l'image de la France à l'étranger. Donc voilà. Énorme impact sur la France, énorme impact pour nous, puisque la société Mahola a été retenue pour assurer l'accueil de la délégation française aux Jeux Olympiques de Londres, qui vont commencer, comme vous le savez, au fin juillet, et s'étaler sur une partie du mois d'août. Donc ce sont des événements majeurs qui confèrent à la société Mahola une très très belle image pour surtout les événements français et internationaux. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au service des entreprises aujourd'hui ?
Parce qu'on a vu que vous couvrez pratiquement tout le champ. Alors après, vous pourrez me dire, vous pourriez vanter, j'en sais rien, une chaîne de crèches, par exemple, pour les entreprises. Ça existe déjà, vous me direz, mais vous devriez travailler avec moi et me donner quelques idées. La conciergerie, les crèches font partie des diversifications possibles. Ces diversifications sont sans limite. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le soft FM, c'est-à-dire le service à l'occupant dans les entreprises. Un collaborateur qui travaille dans une entreprise, il a besoin de services. À titre personnel, c'est la conciergerie, mais à titre professionnel, on imagine ce dont il a besoin, le courrier, la reprographie, l'accueil, la gestion des espaces de réunion, enfin les parkings et bien d'autres choses. Donc le développement de notre groupe est axé sur l'acquisition de métiers du type service à l'occupant que nous pourrons proposer donc à nos clients. Nous travaillons avec 1500 clients, ils sont demandeurs et donc nous allons soit acquérir des compétences, soit acheter à travers des sociétés d'autres compétences pour être capable de proposer un panel de services plus important aujourd'hui, demain que nous savons le faire aujourd'hui. Et puis vous avez l'international. La France est très en avance dans ce domaine. Le groupe Faune Régie, Maola, Facilites, je crois, dans leur métier, est leader français, mais également européen. Et nous avons tout à faire à travers les agences que nous sommes en train d'ouvrir à l'étranger en Europe. Voilà qui est dit. Merci pour cette riche actualité. Patrick Tello, président du groupe Faune Régie. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va retrouver une entreprise familiale. Elle a été fondée en 1850. Il s'agit d'Émile Henry. À tout de suite. BFM Business, Week-end. Et nous partons pour terminer ce Business Cup de France à Marcigny, en Bourgogne. C'est en Saône-et-Loire pour découvrir ou redécouvrir Émile Henry. C'est le nom de l'entreprise. Une entreprise qui, depuis 1850, fabrique des assiettes, des plats et autres ustensiles en céramique. Vous êtes obligé d'en avoir vu dans votre vie. C'est impossible de trop passer à côté. Jacques Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez l'entreprise familiale depuis 1983. Un petit mot peut-être sur l'histoire de cette entreprise qui a 162 ans. C'est assez rare, d'autant que vous avez dû en voir des concurrents arrivés depuis 1850. Comment a démarré cette belle aventure ? L'aventure d'Émile Henry, ou l'histoire d'Émile Henry, est une histoire qui a commencé en 1850 avec un Jacques Henry qui était potier de son état et qui avait un petit atelier, qui a monté un petit atelier de poterie. C'était une époque où il y avait des poteries partout. Oui. À Marcigny, il y en avait 3. Chaque potier avait comme fonds de commerce son clocher. Travaillait juste dans une zone très limitée. Et puis, comme toute chose, le tamis s'est secoué et il y a eu moins d'entreprises et celles qui sont restées sont devenues plus grosses. Ouais. Donc, Émile Henry, qui s'appelait pas Émile Henry à l'époque, il s'appelait Jacques Henry, est passé à travers les mailles du tamis et est resté. Voilà. Et puis ensuite, la génération suivante, il y a eu un monsieur Paul Henry, qui était son fils, et qui a développé un certain nombre d'activités. En particulier, à cette époque, il a trouvé que c'était utile d'aller à Paris, et c'était une expédition de s'attaquer au marché parisien, si on peut dire, quelque part en 1880. 1880, oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Et c'était une bonne chose parce que ça lui a permis d'ouvrir des marchés, de développer l'activité industrielle. Ah, c'était une expédition, effectivement. Alors, l'histoire est belle. On mettra le lien avec votre site internet depuis notre blog pour que les gens puissent voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on accélère parce que le temps passe très vite. Vous êtes arrivé en 1983 aux commandes de l'entreprise et vous décidez de faire de cette marque, Émile Henry, une marque forte et reconnue avec une forte présence à l'international. Qu'est-ce qui vous a guidé lorsque vous avez pris les manettes de l'entreprise ? 2 choses. L'une technique et l'autre commerciale. La technique, c'était d'améliorer le produit qui avait des petites faiblesses pour le faire un produit nettement plus solide, mécaniquement et thermiquement. On fait des plats qui vont au four, il faut que ça résiste. Il ne faut pas que ça s'ébrèche.
Donc là, laboratoire, mise au point de nouvelles formules qui nous sont propres, et on a développé une formule haute résistance. Et la deuxième chose, c'était le côté marketing et commercial. Quelqu'un m'avait alerté en me disant vous travaillez sans marque. Et c'est vrai que nous travaillions sans marque. Et le ticket d'entrée de la concurrence pouvait être relativement faible. Donc après avoir réfléchi, je me suis décidé à lancer une marque, et j'ai repris la marque qui était la marque le nom de l'entreprise de mon grand-père, qui était Émile Henry. D'accord. D'accord. Voilà pour faire bref. Ouais. Et votre stratégie internationale, déjà aussi dès le départ, parce qu'aujourd'hui ça représente 50% de votre production, qui part dans plus de 50 pays dans le monde. Dès le départ, vous vous êtes dit, à travers cette marque forte, je vais pouvoir plus facilement attaquer le marché international? Alors, vous savez, on raconte l'histoire après, c'est difficile de savoir ce qu'on pensait avant. C'est clair. Bon, mon père avait commencé à développer des ventes à l'export, en particulier en Australie, au Danemark, un peu en Belgique et un peu en Allemagne. Mais c'était des ventes. Et lorsque moi j'ai pris la suite, on a continué à faire des ventes. Mais lorsqu'on a commencé à utiliser une marque, la marque Émile Henry, à notre grande surprise, si je peux dire, on arrivait à un discours tellement simplifié. Émile Henry, c'est la marque, Monsieur Henry est directeur de l'entreprise, la famille Henry s'occupe de l'entreprise, et il y avait une communication extrêmement propre, simple et claire, qui a fait que, on se présentait Monsieur Henry, de Émile Henry, et ça nous a beaucoup aidé à identifier le produit qui avant n'avait pas de nom. Il n'avait même pas de marque, bien sûr, mais même pas de nom. Donc c'était de la poterie. Ouais, effectivement. Alors, l'entreprise en 2009 a réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, 50% à l'export, je le disais. Vous êtes 200 ouvriers potiers, c'est bien ça? Nous sommes 200 personnes, tout le monde n'est pas ouvrier potier. Il y a des secrétaires, il y a un laboratoire, il y a des expéditions. Nous sommes 200. Oui. 200. Et vous êtes la seule société française de poterie culinaire certifiée ISO 9001. Pourquoi ce choix? Parce que c'est pas facile d'avoir une norme, il faut quand même le dire. C'est exact. Une norme, c'est une exigence qu'on se donne, je veux dire, principalement en interne, qui consiste à se dire, disons et écrivons ce qu'on veut faire et faisons-le. Bon, et c'est une discipline interne qui nous aide à avoir de la rigueur. On est audité tous les 3 ans pour savoir si on tient la route. Et donc c'est une école de rigueur qui en plus nous permet un certain label quand on s'adresse à des marchés, surtout à des marchés industriels. Oui, donc effectivement vous jouez là-dessus, vous vous imposez pas une rigueur pour une rigueur, quoi. On impose une rigueur parce que si on n'a pas de rigueur dans ce métier, je peux vous dire, on sort beaucoup de défauts et qui ne sont pas l'objectif de l'entreprise. Tiens, ça me fait rebondir sur la question suivante, puisque je le disais au début de cette émission, 162 ans pour l'entreprise. Vous avez dû en voir des concurrents débarquer, peut-être souvent d'Asie, avec des produits limites. Vous, c'est votre rigueur qui a fait que ça permet de produire des produits de qualité. Ça vous a permis de traverser, je dirais, parce qu'il s'est passé quand même 2 guerres entre-temps, etc. Enfin bon, c'est une sacrée histoire, quoi. Alors l'histoire a beaucoup de facettes. Je veux dire, chacune des générations qui se sont succédées ont eu à régler un certain nombre de problèmes. C'est sûr que la période de la guerre, manque de main-d'œuvre, difficultés, a été une période très difficile. 1936 n'a pas été facile non plus, vous l'imaginez. Bon, et aujourd'hui, la concurrence des pays à bas taux de main-d'œuvre ne nous rendent pas la vie facile. C'est clair. Mais c'est un choix. Si on veut avoir une marque et de dire c'est fabriqué en France, nous y tenons très sérieusement et je crois qu'il y a un marché pour ça. J'ai eu des clients américains qui, si je leur disais un jour que je fabriquais en Chine, ils m'abandonneraient immédiatement. Donc là, il y a le savoir-faire et la marque française qui... Voilà, et puis il faut dire aussi, si vous voulez, que si on a une bonne productivité, fabriquer en France, c'est quand même pas impossible. Parce que on a en plus une réactivité qui est très supérieure à faire fabriquer à l'étranger. Un modèle se change rapidement, une amélioration se fait dans le cadre de la semaine, toute chose qu'on ne pourrait pas faire
avec une fabrication externalisée. Ouais, donc vous dites qu'on peut produire en France. Je lisais effectivement que chaque pièce est unique et porte les initiales de l'artisan qui l'a créée, c'est vrai? Alors, chaque pièce est unique. Elle porte l'initiale de l'artisan, c'est vrai, parce que chacun est responsable de sa production, donc il signe avec un tampon de ses initiales. Mais les pièces sont fabriquées dans des moules. Les moules sont des moules en plâtre. Et tout est manuel, si vous voulez. D'accord. On remplit les moules à la main, on démoule à la main, on finit les pièces à la main. Mais la pièce numéro 1 et la pièce numéro 25 sont, si possible, assez proches l'une de l'autre. Sinon, c'est qu'il y aurait des défauts un peu importants. Oui, après ça devient oui, après c'est autre chose, quoi. Non, c'est fait main. Oui, c'est fait main et signé par les gens qui le font à la main. Voilà. Alors, justement, ça sera ma dernière question. Lorsque, comme ça, c'est fait main, c'est qu'il y a un fort savoir-faire. Comment est-ce que vous arrivez à recruter des jeunes qui viennent dans la poterie, qui vous suivent, et comment ce savoir-faire est transmis finalement de génération en génération? Alors, c'est vrai que le savoir-faire est un élément important. S'il fallait démarrer ce type d'industrie à partir de rien, on aurait du mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On embauche des jeunes qui ont un certain niveau quand même d'intelligence ou de formation. Parce qu'il faut faire avec intelligence ce que l'on fabrique. Il faut comprendre ce que l'on fait. Et ceux qui fabriquent sont des gens qui ont une certaine qualité. Ceux qui règlent des cabines d'émaillage doivent en avoir d'autres. Ceux qui font tout l'étiquetage, la vérification, doivent comprendre tout le discours propre à chaque fabrication. Alors, tout ça, ça se fait en embauchant effectivement des jeunes que l'on met sur le tas avec un tuteur. Et lorsque, selon les métiers, ils sont suffisamment formés, on les lâche. Mais le tuteur reste proche d'eux pour les suivre pendant 2 ans, quelquefois même 3 ans. C'est une version de tutorat. Vous avez du mal à trouver des jeunes qui viennent vous rejoindre ou pas? Enfin, aujourd'hui, vous êtes laissé pratiquement en France, donc... Il y a de tout. Oui, mais on recrute de façon très locale. Oui. Donc, on n'a pas trop de mal quand l'économie est pas trop bonne. Quand l'économie avait une année ou deux s'était beaucoup améliorée, on se retrouvait avec quelques personnes qui nous quittaient pour aller chez Michelin ou d'autres avec des salaires supérieurs. Puis après, c'est revenu. Donc, on a un peu de mal. Quelquefois, on a du mal à intéresser des jeunes qui sont pas très mûrs pour s'intéresser au travail. C'est autre chose. Dernier mot, projet pour l'entreprise? Les projets pour l'entreprise, c'est pas de grossir de façon importante, c'est d'être une marque et que cette marque soit bien ou très bien distribuée sur chacun des marchés qu'elle aborde. Et là, il y a déjà beaucoup à faire. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Merci. Je rappelle que vous êtes le président d'Émile Henry. Merci bien de nous avoir apporté ces précisions. Et puis, un éclairage nouveau, effectivement, sur cette marque que l'on connaît tous, mais on savait pas très bien, on n'avait pas ce côté un petit peu coulisses ou explication. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et merci beaucoup. Merci, et comme vous le savez, nous publions toujours des photos, des reportages et des vidéos sur tous nos articles et sur les sujets que nous avons abordés dans ce Business Club de France. Et rendez-vous donc sur notre blog, le businessclubdefrance.com, et je vous souhaite un bon mois.